Alors bonjour à tous. On va peut-être récupérer la présentation, mais que ça ne nous empêche pas de démarrer. Quelle va être l'industrie, quel sera le visage de l'industrie après le Covid? Après le Covid, on l'espère déjà un peu maintenant. Je crois que personne n'a vraiment de réponse à cette question, donc merci d'être venu. La vraie question, c'est pas tellement ce qui va se passer, la question c'est en fonction de ce qui peut se passer, comment se préparer, apprendre du passé, apprendre de l'expérience qui est collective du Covid, et puis développer des nouvelles compétences, développer des nouveaux business, tirer parti, développer un avantage compétitif. Voilà. C'est sur ce thème-là qu'on vous propose de parler aujourd'hui. Je remercie Global Industries de nous avoir donné la possibilité d'en parler. On va parler 25 minutes, 30 minutes, et puis on prendra le temps des questions si vous en avez. Je suis Benoît Goujon, je suis associé chez Kearney. Kearney est un cabinet de stratégie, de conseil pour nos clients sur l'ensemble des géographies du monde, avec environ 4000 collaborateurs. Et Arthur Millet, qui m'accompagne, fait partie de nos équipes de cette practice opération industrie. Nous avons aussi la chance d'avoir dans notre organisation un think tank qui s'appelle le Global Business Policy Council, qui est un centre d'analyse et de conjecture et qui développe un certain nombre de points de vue sur l'industrie et son évolution. Et une partie de ce qu'on vous présente aujourd'hui en est tirée. Et l'autre élément, c'est qu'on a un partenariat avec le World Economic Forum et on a développé, on en parlera tout à l'heure, un sujet sur la résilience et qui est directement un enseignement de cette période de Covid. Alors, si je retrouve... On l'a là-haut, d'accord. Je crois qu'on se rappelle tous, il y a 18 mois, les écoles ferment, le confinement... les ruptures d'approvisionnement, un virus dont on pensait que c'était une petite grippe. Enfin, on est rentré très vite dans un monde nouveau. En tout cas, nouveau pendant quelques temps. La question, c'est comment revient-il à la normale ou pas et qu'est-ce qui est différent. Encore une fois, c'est un débat, hein. C'est un point de vue qui est partagé et ce n'est pas une vérité qu'on aurait trouvée quelque part. Mais si on se rappelle quand même, il y a un choc important sur la demande. Hein. Il y a un certain nombre de secteurs qui se sont totalement arrêtés. Il y a un certain nombre de secteurs qui ont augmenté, l'industrie pharmaceutique, l'hygiène, la santé. Et puis, la plupart des économies qui sont affectées. Hein. Il y a eu des crises dans le passé qui n'étaient pas toutes mondiales. Ça, c'était une crise mondiale. Et puis, l'évidence qu'on savait, mais dans certains cas, qu'on n'avait pas vraiment envie de voir, l'interdépendance forte entre les économies. On disait, ça y est, on est devenu un village mondial. Là, on l'a vu de très près. Avec la dépendance évidemment à la Chine et à l'Inde. Je crois qu'il y a eu le débat sur les principes actifs pharmaceutiques. Il y a eu aussi l'acier, l'approvisionnement de matières chimiques, les ruptures aujourd'hui dans la peinture, l'inflation sur l'acier, même sur le bois. Alors là, c'est dans l'autre sens, c'est la demande qui explose sur le bois et qui crée toutes ces ruptures d'approvisionnement. Donc il y a une dépendance très forte et ça nous est apparu de façon évidente. Alors, qu'est-ce qui a été tiré de tout ça? Si on regarde, la pandémie en fait elle n'est pas arrivée dans un monde statique ou un monde calme et serein. Elle est arrivée dans un monde déjà en mouvement, déjà dans ce que on appelle une triple transition humaine, technologique et environnementale. Et si on regarde un certain nombre de tendances pour les 5 années à venir, elles ne sont pas toutes positives. Il y en a une première, on la connaît, on l'a vu en France avec les gilets jaunes, mais avec aussi des difficultés, des tensions sociales depuis longtemps. De la pression sur un certain nombre de gouvernements, en particulier dans les pays mûrs. La pandémie, la croissance des inégalités à tout niveau. L'insécurité sur l'alimentaire et même je l'étends aux principes actifs pharmaceutiques, un certain nombre de produits de première nécessité. Et puis une économie qui du coup tire parti ou en tout cas s'accélère sur de la consolidation. Donc la fameuse courbe de consolidation de l'industrie s'est raccourcie et on voit aujourd'hui, alors du fait de deux choses principalement, une grande présence de liquidité. Et la deuxième raison, c'est un certain nombre d'entreprises qui ont été très affaiblies par la crise et qui sont cibles d'autres.
dans certains cas pour le meilleur, dans d'autres cas pour plus de turbulences économiques. Alors la pandémie est arrivée là-dedans et elle a même accéléré et elle a fait apparaître les interdépendances entre ces différentes tendances. Alors tout ça est un peu négatif et puis si on s'arrête là, on n'a pas envie de continuer. Il y a quand même du positif et je crois qu'on va plutôt chercher à parler de ça dans les quelques minutes qu'on a devant nous. Alors, quand est-ce que l'économie va reprendre? Ça, c'est une question plus de modélisation qu'une vraie vérité. Ce qu'on voit, c'est que, et en comparant avec la crise de 2009, qui avait fait un V, était revenu assez vite au même niveau, ce qu'on a vécu là, et en fait, le pic, c'est déjà des données quasiment réelles. Donc, on n'est pas très loin de la réalité avec ce pic. On voit qu'il y a eu une descente plus forte, mais une remontée beaucoup plus forte pour se restabiliser à horizon quelques années, à horizon 2023-2024. Déjà aujourd'hui, un certain nombre de pays sont revenus au niveau de décembre 2019. Les États-Unis, l'Australie, la Chine, le Brésil, la Turquie, la Suède, par exemple, qui est un des seuls pays européens d'ailleurs. Et normalement, enfin, selon ces courbes, d'ici 2021, 20 sur 25 des économies mondiales, enfin des plus grandes économies mondiales, seront revenues au niveau de décembre 2019. Les économies européennes seront les dernières dans les 6 premiers mois de 2022 à revenir à ce niveau-là. Et avec du coup des taux de croissance qui sont très forts et qui vont se renormaliser par la suite. Alors vous me direz, dans le fond, on va revenir comme avant. En fait, non, on ne va pas revenir comme avant. Dans les chiffres, on va revenir un peu comme avant. Dans la réalité du business, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Soit que l'attention a été portée sur ces thèmes et on s'en occupe plus qu'avant, soit que certaines tendances qui préexistaient se sont accélérées. Alors, si on regarde quelques thèmes, et il y en a d'autres, hein, on a cherché ici à en prendre quelques-uns qui, selon nos observations et nos discussions avec nos clients, nous paraissaient les plus critiques. La première, 4 thèmes sur lesquels il y a de l'attention qui a été portée, et puis 4 thèmes qui sont soit des nouveaux domaines ou de l'accélération. La continuité business, j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec les ruptures de matériaux, qui va bien avec la flexibilité et la résilience, puisqu'il y a le choc sur l'approvisionnement, sur le supply, mais aussi le choc sur la demande. On a bien vu des domaines qui passaient de 100 à 0, l'aviation évidemment, l'automobile, pas de 100 à 0, mais a fortement baissé. D'autres domaines comme l'hygiène ou la santé qui ont explosé. Au sein même d'une entreprise, une évolution du mix produit très forte. Alors, on peut se dire, ça n'arrivera pas de nouveau. Je pense qu'il ne faut pas parier là-dessus. Et quand bien même ça n'arriverait pas de nouveau, ce qui s'est passé crée une variabilité plus forte sur la demande produit dans les comportements des consommateurs, dans l'état d'esprit général, et aussi parce que, et ça c'est le sujet qu'on retrouve après, il y a une attention plus forte à la nécessité d'acheter ou de ne pas acheter, à la fois pour des questions environnementales, mais encore une fois aussi des questions de comportement à l'issue de la pandémie. Et puis il y a de l'inflation. L'inflation qui est à la fois tirée par la demande, qui a été très forte dans certains domaines, par la rupture d'un certain nombre de matériaux. Et dans les modélisations, cette inflation va revenir dans une certaine norme, à la fois parce que l'économie va revenir dans une équation pré-Covid, pour ce qui est des chiffres, mais aussi parce que les banques mondiales, les banques nationales travaillent à réduire l'inflation. Voilà. Et puis il y a 4 autres sujets qu'on a vus comme étant soit des nouvelles opportunités, soit de l'accélération. Alors ce qu'on appelle Tech Enablement, c'est dans quelle mesure la technologie qui était déjà très présente dans nos économies s'installe au cœur, s'intègre pleinement dans notre économie, dans notre activité industrielle. On en parlera un petit peu tout à l'heure. La deuxième chose, c'est la proximité des opérations, ce qu'on appelle la fin de l'effet d'échelle. Alors on n'y est pas encore, mais on avance vers la fin de l'effet d'échelle, à la fois parce qu'on arrive à digitaliser un certain nombre de process, parce qu'on arrive à bien travailler à distance et qu'on peut créer de l'effet d'échelle sans être forcément colocalisés tous au même endroit, parce que les machines aujourd'hui arrivent à faire un batch à l'unité,
là où elles avaient un gros avantage économique à faire des grandes séries auparavant. Alors, ce n'est pas black and white, tout ne va pas aller vers un batch unitaire et des usines complètement délocalisées, mais il y a une réduction de cet effet qui permet, dans certains cas, de retrouver de la proximité avec ses consommateurs, de la proximité avec la R&D, de la proximité avec les bassins fournisseurs de développement technologie ou les universités. Et donc il y a une tendance de nearshoring qui va s'accélérer et qu'on voit déjà s'accélérer, qui a commencé par les États-Unis et qui arrive en Europe. Et puis le dernier aspect, alors c'est un peu plus général, mais des nouveaux business models sur la façon de servir ses clients. Pour seul exemple, je prendrais certains secteurs des biens de grande consommation dont les ventes sur Internet ou les ventes en e-commerce, que ce soit du direct consommateur ou via les plateformes type Amazon ou les plateformes des différents distributeurs, la part des ventes est déjà supérieure aux points de vente physiques, ce qui change complètement la façon de travailler et ce qui offre plein d'opportunités de toutes sortes. Et donc, c'est des vrais nouveaux business models. La vente sur e-commerce a évidemment, vous l'avez tous constaté, vous l'avez tous pratiqué, explosé pendant la pandémie et au-delà des volumes, est rentré dans les comportements avec un effet de masse critique. C'est-à-dire que cet effet de masse critique, cette étape a fait changer la courbe. On était sur une progression de linéaire à exponentielle, on est passé sur une vraie progression exponentielle du fait de cette accélération pendant la pandémie. Alors, on vous propose de prendre quelques exemples de ces différents thèmes, et puis on gardera un petit peu de temps à la fin pour des questions, puis on est à votre disposition par la suite pour échanger avec plaisir. Je vous propose de commencer par un premier thème qui est dans quelle mesure la technologie qui était déjà très présente dans notre activité industrielle, a pris toute sa part ou va prendre toute sa part dans l'industrie de demain. Alors, la façon dont on voit le voyage de l'industrie manufacturière sur ces dernières années, il y a eu quatre grands moments. Le premier moment qu'on connaît tous, avec les travaux Lean qui ont été impulsés par Toyota il y a 40-50 ans, sur lesquels se sont construits une phase d'efficacité au sens large. On parle de l'optimisation des coûts du travail, la massification des opérations, l'ensemble des effets d'échelle. On y a ensuite ajouté assez récemment ce qu'on appelle la révolution 4.0, un ensemble d'enablers qui ont permis, qui ont été généralisés par l'accès et l'analyse de la donnée. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une quatrième phase qu'on appelle l'industrie du futur, qui tire avantage d'une triple transition qu'introduisait Benoît sur l'aspect humain, environnemental et technologique. La technologie ne faisant pas tout dans cette transition. Alors zoomons maintenant sur l'industrie du futur. Qu'est-ce qu'elle est et quelles sont les applications concrètes dans nos industries. Comme je vous le disais, nous sommes dans cette triple transition qui utilise la technologie pour être plus réactive et que ce soit quelque chose de modulable en fonction de l'offre et en fonction de la demande pour être plus résilient dans la façon dont on gère le business. Parmi ces applications, on vous donne beaucoup d'exemples ici. Je vais en illustrer un ou deux. Tout d'abord, il y a l'adaptation de l'ensemble des process, des paramètres du process via de l'intelligence artificielle. Donc on a des machines qui sont plus intelligentes, qui permettent d'adapter les process en fonction des différents LR, en fonction de ce qui se passe. On pourra apparenter ça à du SPC 2.0. Et ensuite, on peut avoir également une collaboration qui sont plus fortes au niveau des industriels et de son écosystème. Donc il y a un exemple assez concret entre les industriels et les équipementiers, que ce soit au niveau de l'analyse des données qui sont faites par les équipementiers pour les industriels ou également dans le co-design des process ou des machines pour les industriels. Alors parmi vous et parmi les gens de ce forum, il y a beaucoup d'industriels sur ces technos. Donc vous connaissez bien les bénéfices de ces technologies. Donc elles sont de trois ordres, je dirais, la partie productivité, la partie qualité et la partie coût opérationnel.
sachant que le côté un petit peu nouveau dans cette transition, c'est qu'on peut améliorer l'ensemble de ces 3 critères sans pour autant délaisser un des critères. Alors je vous propose de prendre 2 exemples, 2 exemples qui vont vous parler. Le premier sur la maintenance prédictive. Donc nous, la façon dont on peut le percevoir aujourd'hui au niveau de nos clients, c'est qu'il y a moins de 10% des industriels, moins de 10% des usines qu'on peut visiter qui utilisent de la maintenance prédictive dans leurs usines. Et ça, je pense que ça s'explique essentiellement via l'axe vertical qu'on vous présente ici sur la granularité et l'accessibilité des données, qui a pour but, avec la maintenance prédictive, d'être plus granulaire, d'être plus détaillé, d'être plus accessible et d'être plus en temps réel. Et ensuite, d'avoir des méthodes d'analyse, donc des algorithmes plus sophistiqués pour pouvoir adapter l'analyse et en sortir le maximum de bénéfices. Le deuxième exemple que je vous propose d'illustrer ici, si la slide veut bien passer. Super. La robotique. Robotique cobotique. Alors, vu le hall dans lequel on se situe, je n'essaierai pas de donner une illustration technique de cette technologie. Je pense que ça ferait désordre. Néanmoins, je peux illustrer quelques applications au niveau du produit, l'amélioration au niveau du produit ou l'amélioration au niveau du service. Au niveau du produit, on a quelque chose qui s'est développé énormément ces dernières années et qui continue à se développer sur l'amélioration des cycles de production et des cycles de design sur toute la vie du produit, notamment dans les industries de pointe où le takt time entre 2 opérations est l'élément clé dans la productivité de ces opérations. Au niveau de la qualité, également, sur l'amélioration au niveau du contrôle qualité process. Et ensuite, 2 applicatifs au niveau des services. Donc on peut avoir l'amélioration du lead time au niveau de tout ce qui va être logistique, notamment dans l'e-commerce, ce qui est plutôt d'actualité en ce moment. Et ensuite, également des bénéfices au niveau des applications au niveau de la customisation client pour être le plus tard possible au niveau de la chaîne et également au plus près du consommateur. Donc voici les 2 exemples qu'on vous proposait d'illustrer. Et je vais laisser Benoît continuer avec le deuxième thème qu'on va illustrer avec vous, la résilience. Oui, merci Arthur. J'ajoute que ce voyage de Tech Enablement suppose... son principal frein aujourd'hui, c'est la compétence des équipes et le besoin de formation. Là aussi, la pandémie a remis tout le monde un petit peu à la page sur des utilisations consommateurs. Pour ce qui est des compétences techniques, il y a un vrai chantier, un vrai enjeu, de façon à ce qu'on fasse, de façon à ce que, alors là je parle plutôt de la France, mais de façon à ce que, ou de l'Europe de l'Ouest, mais qu'on rentre vraiment dans cette transition technologique. Alors un deuxième sujet qui a été travaillé en partenariat avec le World Economic Forum, c'est la résilience. Donc Kearney et le World Economic Forum ont interviewé un grand nombre d'acteurs économiques et de dirigeants et fait un certain nombre d'analyses sur des dimensions que je vais vous partager juste après. Vous trouverez le rapport sur le site du World Economic Forum ou aussi avec le QR code. Je crois que ça c'est un des bénéfices immédiats de la pandémie, c'est que maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un QR code. Donc qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est être mieux préparé. Et ça, c'est comment je travaille sur ce que j'ai expérimenté dans cette phase pour voir comment j'aurais fait différemment si je l'avais su à l'avance sur l'ensemble de ma chaîne. La deuxième chose, c'est plutôt une sorte de mindset, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a cherché à optimiser les opérations pour améliorer le profit ou pour répondre à des objectifs environnementaux ou pour répondre à des objectifs business, de lead time. En réalité, on travaillait sur des choses qu'on pensait prévisibles ou prédictibles. Il faut aussi travailler sur le risque et être presque plus orienté vers le risque que vers l'optimisation des coûts. Donc travailler sur l'inconnu plutôt que le connu, puisque une incapacité à répondre à l'inconnu peut vendanger en très peu de temps tout ce qui a pu être optimisé avec du connu.
Et puis la troisième chose, c'est travailler du coup sur le scénario planning, c'est-à-dire au-delà de l'expérience passée et d'apprendre de l'expérience passée, c'est d'imaginer pour son activité quelles sont les dimensions premières qui conditionnent l'environnement économique ou son marché, et de voir comment on répond à ces différentes situations. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises qui ont travaillé sur la résilience font de façon régulière. Alors, comment définir la résilience ? Je pense que vous trouverez, si vous tapez résilience, vous allez trouver beaucoup de définitions. Notre définition est celle-ci. On l'a organisée autour de 8 dimensions, 4 dimensions sur la demande. La première, c'est portfolio excellence. Portfolio excellence, c'est je sais ce sur quoi je veux travailler, je sais quels sont mes produits, je sais quels sont mes clients, je sais où j'ai un avantage compétitif et je focalise mon énergie là-dessus, de la R&D, de mes ventes, de mon organisation achat, de ma production, de façon à être focalisé sur ce que je sais faire. Je crois qu'on l'a vu, enfin vous l'avez aussi expérimenté en tant que consommateur. Pendant la pandémie, la plupart des entreprises de biens de grande consommation ont réduit largement leur assortiment. On focalisait leur assortiment sur les 50% de référence ou 40% de référence qui faisaient 80% du chiffre historiquement. Et la réalité est évidente, c'est que ça a simplifié énormément les opérations. Alors, ils n'en ont pas forcément tiré tous les bénéfices puisque en parallèle il y avait la pandémie, donc c'était plutôt pour réduire les effets négatifs de la pandémie, mais ça a évidemment simplifié les opérations. Et en termes d'expérience consommateur, c'était pas si grave que ça. Et donc j'essaie d'éviter le mot paradigme, enfin en tout cas la vieille théorie marketing du il en faut toujours plus pour occuper l'espace dans les rayons et proposer de la variété aux consommateurs a été pas mal corrigé par cet effet. Donc le portefeuille, savoir ce sur quoi on veut travailler. Au passage, il est possible de faire de la variété en aval sans en faire en amont. C'est une question de différenciation tardive, mais c'est un autre sujet. La deuxième chose, c'est comment on travaille pour ses clients. Comment on travaille la diversité et la proximité géographique avec ses clients. La troisième, c'est la viabilité financière. Et donc, c'est essentiellement le cash et le working capital. Et puis, ce qu'on a appelé go-to-market versatility, c'est-à-dire que si un canal ou si un business ne marche plus, comment on shift rapidement sur un autre, sans que ça prenne tout le temps de la crise et qu'on arrive après la bataille. Après, il y a des dimensions plus de type supply, la flexibilité logistique, l'adaptabilité industrielle. Je crois que les usines qui sont passées du gel douche au gel hydroalcoolique en quelques semaines ont appris, ou si elles ne le connaissaient pas, ce que c'était que l'adaptabilité. La diversité fournisseurs. On s'est rendu compte, je parlais tout à l'heure de la Chine, de l'Inde, mais sans aller aussi loin que quand on n'a pas une connaissance à minima du rang 2 de ses fournisseurs, on est à risque parce qu'on est parfois en rupture au rang 1 à cause du rang 2, voire même du rang 3. Et là, la data peut aider et aide à cartographier les risques de son portefeuille fournisseur en allant jusqu'au rang 3 de façon à anticiper ces risques et éventuellement diversifier. Et puis le dernier point, c'est du planning moins traditionnel, moins linéaire que celui qu'on connaît habituellement. Alors, de toutes ces dimensions, on a mesuré un grand nombre d'entreprises, plus de 500, qui ont répondu à un questionnaire et on en a tiré un certain nombre de profils qui ressortent. Encore une fois, vous trouverez tout le rapport, je vais assez vite, mais vous trouverez tout le rapport sur le site. Il y a 5 profils qui sont ressortis. Celui qu'on appelle le collaborateur, qui est celui qui travaille beaucoup avec l'amont de façon à sécuriser ses approvisionnements, son innovation à travers son panorama fournisseur. Celui qui fait un bon planning, qui est donc capable d'anticiper les stop and go et de faire du demand sensing. Celui qui est capable de faire de la flexibilité industrielle. Celui qui est capable d'adapter son portefeuille rapidement en fonction des évolutions du marché. Et celui qui est capable de changer de canal rapidement, passer du direct au consommateur à du B2B. Voilà. Et donc de ces 5 profils, je vous propose d'en décrire un très rapidement. Celui qu'on appelle le collaborateur, c'est typiquement l'entreprise qui est fragile parce qu'elle a un portefeuille fournisseur qu'elle ne maîtrise pas.
C'est celle qui a une grande complexité avec un portefeuille très vaste de produits ou de services et qui du coup génère un très grand nombre d'approvisionnements en amont et qui du coup crée cette diversité fournisseurs. Et donc pour ces profils-là, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont disponibles ou qui sont à développer de façon à améliorer sa résilience. Je vous propose de passer à un troisième sujet qui est l'environnement. Là aussi, on pourrait y passer la semaine. Simplement dire que la pandémie a permis à tout le monde de réfléchir à ce sujet. Le dernier rapport du GIEC, évidemment, l'a confirmé. Donc il y a une prise de conscience qui est bien accrue aujourd'hui, et en particulier du fait de la pandémie. Si on se limite simplement au sujet des émissions, les émissions ont doublé depuis 50 ans. L'industrie est responsable pour environ 37% de ces émissions. Donc c'est un sujet majeur pour l'industrie. On voit aussi que les entreprises qui investissent dans des activités durables ont un meilleur retour sur investissement pour leurs actionnaires. Et ça, c'est une réalité économique qui est en train de venir. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle parce que ça ne peut qu'accélérer la transition écologique. Et puis, la dernière chose, c'est que les investissements dans les activités économiques durables sont en croissance de 15% depuis un certain nombre d'années. On n'a pas encore vu d'accélération, mais parce que les chiffres ne sont pas évidents à mesurer, il faut un certain temps de latence. Mais on ne sait pas dire s'il y a eu une accélération avec la pandémie. En tout cas, il n'y a pas eu de décélération. Et 15% par an, c'est très fort. Et vous savez, il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels les banques ou les fonds d'investissement ne veulent plus aller si ça ne remplit pas un certain nombre de critères. Alors, il y a de l'espoir, évidemment. Un élément que je voudrais illustrer dans le cadre de l'industrie de demain, c'est l'économie circulaire. Aujourd'hui, l'économie traditionnelle est orientée de façon linéaire, organisée de façon linéaire. On fait de l'extraction, on la processe, on produit, on distribue et dans le meilleur des cas, on gère à peu près les déchets et on recycle. Évidemment, la structure de cette économie génère beaucoup de déchets et n'est pas durable. L'économie circulaire va, à un certain nombre d'étapes de la chaîne, chercher à réduire la consommation de ressources et la réutiliser. Je vous laisse lire la partie droite de cette page, où vous avez à chaque étape un certain nombre d'activités qui peuvent être mises en place pour réduire l'impact et réutiliser la ressource au plus tôt. Voilà. Et plus on réutilise la source tôt dans le process, moins on crée de gâchis, vous l'avez bien compris. Alors, je vous propose d'illustrer un des leviers qui s'appelle Redesign, que vous avez sur cette partie droite en haut, dans ce qu'on appelle les modèles d'élimination. Et la partie Redesign, alors on pense souvent aux produits, alors ici illustré avec des produits de grande consommation. On pense au packaging qui n'est non plastique, on pense à des matières chimiques respectueuses de l'environnement, on pense à ne pas utiliser des matériaux rares comme on le trouve dans les médias télécoms. Mais il faut aussi penser dans le design du produit, et c'est pour ça qu'il faut le penser sur l'ensemble de la chaîne, à comment est-ce que ce produit sera distribué, comment est-ce qu'il va être fabriqué, où va-t-il être fabriqué. Donc il faut penser le design du produit dans son environnement industriel et dans sa distribution. Et il faut aussi penser au produit dans sa façon d'être vendu, distribué, utilisé par les consommateurs, de façon à pouvoir accompagner ce qu'on peut appeler un changement culturel sur l'utilisation des produits. Ne faire du design que sur, par exemple, des packaging durables, c'est bien, mais c'est une petite partie de ce qui peut être fait sur l'ensemble du design produit dans le cadre d'une économie circulaire. Ça, c'est quelque chose qui est très nettement accéléré par la pandémie. Je crois que tout le monde en a pris conscience et c'est tiré par le besoin consommateur et les engagements des différentes entreprises qui sont très transparentes sur le sujet. Voilà. Enfin, un dernier sujet, et on s'en arrêtera là pour aujourd'hui, sur les façons de travailler. Alors, de façon un peu plus simple, on a listé ici quelques changements qu'on a pu constater. Est-ce que ce seront des changements durables? Et je vais les expliciter. C'est pas certain.
c'est plus des opportunités et c'est à chaque industrie, chaque entreprise de choisir si oui ou non elle veut s'en saisir et si ça fait du sens pour elle. Premier exemple, la polyvalence. On a tous vu que et dans différentes industries, si le collaborateur X qui a la compétence Y est qu'à contact et qu'on l'apprend le matin pour du jour où il est censé être là, on a un problème de remplacement inattendu et on doit le gérer. Et donc la polyvalence aide. La polyvalence a mis du temps à s'installer. La pandémie est un accélérateur de besoin de polyvalence. Le deuxième élément qui va avec ça, c'est plus de partenariats inter-entreprises ou entre unités d'une même entreprise, mais aussi inter-entreprises. Pourquoi ne pas partager un certain nombre de compétences rares et développer des modèles économiques qui permettent de partager ces compétences rares tant qu'elles ne touchent pas à l'avantage compétitif. Donc soit entre entreprises non concurrentes, soit entre entreprises non concurrentes avec un certain nombre de protocoles, hein, de façon à faire de la polyvalence inter-entreprise, qui n'existe pas ou pas vraiment aujourd'hui, une sorte de Uber de la compétence au niveau du bassin d'emploi. La troisième chose, c'est que dans un système où le télétravail va prendre plus de place, où le prévu prend beaucoup de place, il faut recréer des occasions de l'imprévu. Le télétravail, le prévu fonctionne bien pour des gens qui se connaissent sur des process établis, si je veux caricaturer un petit peu, fonctionne moins bien sur des nouveaux process ou quand il faut faire de la créativité ou entre gens qui ne se connaissent pas tout simplement. Et donc il faut trouver et parfois retrouver ou recréer des conditions de créativité, des conditions de l'imprévu. Et puis le quatrième aspect qu'on a noté ici dans la dimension people, c'est qu'il y a une limite, une frontière qui n'est pas complètement tombée, mais qui est quand même pas mal tombée entre col blanc et col bleu, selon la définition traditionnelle. On a vu dans beaucoup de situations des cols blancs prendre la place des cols bleus pendant la pandémie. Si c'était possible pendant la pandémie, c'est possible par la suite. Et ça peut être utilisé de façon positive avec un fonctionnement plus fluide et là aussi pour créer de la polyvalence. Je vais vite sur le reste. Il y a un autre sujet qui va avec le sujet portefeuille dont je parlais tout à l'heure, c'est on se focalise sur ses actifs et sur son core business. Le deuxième sujet, c'est la résilience. Le troisième, qui mérite qu'on s'y arrête un petit peu, c'est une tendance qui était déjà existante, mais plutôt pour des questions économiques, qui était ce qu'on appelle asset light, c'est-à-dire je sous-traite quand ce n'est pas mon cœur de compétence. Très bien, on le fait tous plus ou moins depuis longtemps. Mais même si c'est mon cœur de métier, ça c'est un peu plus nouveau, je vais louer ou je vais demander à quelqu'un d'opérer pour moi, opérer à l'extérieur ou même venir opérer chez moi des machines qui fabriquent mes produits, ce qui permet de réduire les cycles d'investissement, ce qui permet d'avoir moins de capex évidemment, ce qui permet d'avoir la dernière technologie disponible, ce qui permet aussi de fonctionner en plateforme et d'avoir accès à de l'innovation à laquelle on n'a pas forcément accès quand on opère en interne. Et ce fonctionnement en plateforme, vous dire qu'il a été accéléré par la pandémie, je ne sais pas. En tout cas, il est très présent aujourd'hui et il va aussi s'accélérer puisque si on cherche à protéger la position de cash en prévision d'une certaine volatilité de l'environnement et du marché, on va choisir de réduire les capex pour garder une équation économique viable. Voilà. Et puis un autre aspect, c'est plutôt là sur les bureaux, sur les localisations. Je pense que vous avez tous fait partie de réflexions à ce sujet. Comment est-ce qu'on travaille ? Où est-ce qu'on travaille ? Pour faire quoi ? Comment on tire parti du télétravail pour gagner du temps, gagner de la flexibilité ? Comment on est ensemble. Donc là, il y a un vrai changement là-dessus, mais je pense que c'est pas la peine d'y passer plus de temps. Voilà, le dernier point sur la technologie. Comment la technologie, voilà, je crois que les professeurs ont découvert Teams pendant le confinement. Un certain nombre de collaborateurs ont appris, parfois à leurs dépens, à fonctionner en visio. Il y a encore beaucoup à faire et il y a un vrai chantier technologique sur la possibilité de travailler ensemble à distance pour faire autre chose que des choses déjà stabilisées, prévues entre gens qui se connaissent. Et puis il y a l'intelligence artificielle qui permet
de faciliter la prise de décision. C'était déjà le cas dans pas mal de situations, mais par exemple, quand des activités font plus 50, 100 ou 200%, comme a fait Amazon pendant la pandémie, ils n'ont pas eu le choix que de revoir leur logiciel pour optimiser la distribution des commandes, et l'acceptation, les délais, les prix, sans quoi ils pouvaient être complètement plantés avec cette augmentation des volumes. C'est un exemple sans doute extrême, il y en a plein d'autres. C'est rentré maintenant, c'est complètement intégré dans un certain nombre d'industries. Voilà. Si on arrive à passer à la dernière page, voilà. Je vous remercie pour votre attention. On peut prendre quelques minutes pour des questions si vous en avez. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et je crois que la vidéo est disponible sur le site de Global Industries. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup.